suis parti. Les nuages radioactifs, les zombies, les rats, 12 heures. Mais Charlie, j'étais salsifie. Ah mais je déteste les salsifis. Comme la plupart des Français d'ailleurs, ils l'ont dit à la radio la dernière fois quand elle marchait encore. Bon, et sinon, t'as pensé à mon sac à main ? Non mais attends, je t'avais demandé mon sac à main avec ma bébé crème, tout ça. Oui, bah écoute, oui, bah c'est vrai, bah écoute, de toute façon, maintenant c'est la fin du monde, je suis plus à 12 heures près, hein. Bon bah écoute, j'y vais alors. Mon sac à main, ma bébé crème, mon sèche-cheveux, mon épilateur électrique aussi. On peut rien leur demander à ces hommes-là. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission du Manoir des Chimères spéciale fin du monde. Bonjour Charlet, ça va bien ? Bonjour Christian. Nous allons débuter cette 11e édition du Manoir par une bien triste nouvelle. La fin du monde est annoncée. Nous allons tous mourir dans 12 heures exactement. Mais cela vous laisse le temps de regarder notre fantastique émission jusqu'au bout et d'écouter Zach Hilditch, le réalisateur australien. Il a signé l'an dernier le long métrage d'anticipation These Final Hours, dans lequel une chute d'une météorite engendre une réaction en chaîne inexorable, éradiquant toute vie sur Terre. Les Australiens sont des chanceux puisqu'ils meurent en dernier. Zach Hilditch nous dit tout ce qu'il faut savoir dans le Manoir des Chimères. It's making its way towards our fair nation. And I don't want to feel it. I don't want to feel a thing. It could be a handicap, but I guess it's what you do with that knowledge. And that's the whole point of the movie. Like, what would you do if you knew your time was up? Essentially, we're all going to die. So the movie just expedites that for everybody, and it sort of puts you in a corner and asks you, do you want to go this way or do you want to go that way? And our main character starts off this way only to realize that no, he has more in him that he can give before everything comes to an end. I hope you're looking after yourselves out there and each other. These are things we gotta hold on to. Absolutely, Greek tragedy. That's the great thing about his redemption throughout the film is that, you know, just like I said before, like you know, he just wants to numb everything out, go to the party at end-all parties, and go back to his status quo of like his girlfriend and those kind of party animals. And if he wasn't to have done that one good thing on the way there, saving Rose, who he then tries to offload again and again, he wouldn't slowly but surely start learning that no, like I need to get this girl back to her dad, and this is the one good thing that I can take away from all of this, and the apocalypse ensues. I know what to do. I'm gonna take that girl back to where she belongs. What about you? Where do you belong? Dad always said that God has a perfect plan. Yeah, I definitely like films where you're sort of dropped in at the deep end and little by little you've got to piece together things yourself. It's part of the game. And again, telling a story through one character's point of view. So everything that James
hears or experiences or knows, like we also do. So I thought that was an interesting way to sort of, instead of like smash the audience over the head, like sort of present something and little by little have the penny drop. This thing is it's coming right at us and nothing's going to stop it. Well, it definitely keeps me up at night, thinking about my own mortality, and I guess that sort of feeds back through like the influence on the film, which was a number of things, but also it was sort of thinking about natural disasters and how they take people out in an instant like that, and then they're gone. I was thinking, what if you could reverse that? What if you could slow the process down so you could see the thing coming, but you still couldn't stop it? So what would you do? It would just make you drop everything and say, okay, where should I go? Who should I see? Who do I truly love? What sort of person am I? Am I going to be going out this way at the party to end all parties? Or am I going to be, saying sorry to that person that I've been holding this grudge with? Like, whatever whatever makes us as human beings, like, if you know your time's up, I think it really changes your outlook on things. Yeah, that's an interesting question. I mean, the kinds of science fiction films that I love, like I remember seeing 12 Monkeys for the first time in the cinema in Perth, and it just blew my mind. Like big sort of multiplex Hollywood film, but it was just so interesting and doing so much more, and it was this one character's journey that just so happened to be set against the backdrop of a pandemic and time travel. It was just such a crazy ride, but it really had a profound effect on me. So films like that, films like 28 Days Later, that take a big concept but just focus on the micro, dealing with that and dealing with things that they would have to have dealt with anyway. It just is all sped up by the fact that there's this larger than life thing going on around them. Those are the kinds of science fiction films that I really like watching, and this was my attempt to sort of make my own version of one of those. You're all keeping safe out there. You're surrounded by your families. Hold on, Rose. Come on, man. This Final Awards a été présenté à la quinzaine des réalisateurs du 67e Festival de Cannes, mais c'est à celui de Gérard May en janvier que nous avons rencontré Zach Hildrich. En 1916, le cinéma est un art naissant qui ne sait pas encore parler, mais certains s'en servent déjà pour nous raconter la fin du monde. C'est le choix d'August Blom, cinéaste danois, qui en plein conflit mondial tourne La fin du monde. Le passage d'une comète provoque des catastrophes naturelles à n'en plus finir, le désordre social règne. À l'écran, fumigène et gerbes d'étincelles suffisent à dépeindre ces heures infernales. Un peu plus tard, la France emboîte le pas au Danemark avec La fin du monde, réalisé par Abel Gans. 4 ans après son fameux Napoléon, Gans tourne en 1931 une nouvelle histoire de comète qui réduit le monde à un tas de décombres. Adapté d'un roman de Camille Flammarion, c'est le premier film parlant tourné par Gans, lequel prône l'entente entre les peuples et prophétise un gouvernement mondial. 85 ans après, on attend toujours. 20 ans après Gans, le monde du cinéma voit de nouveau passer une comète meurtrière. L'arrivée du corps céleste est démontrée par une armée de scientifiques qui, calculés en main, annonce la fin du monde sous 8 mois. Tout juste le temps de débusquer une planète d'exil accueillante et d'y envoyer, à bord d'une nouvelle arche de Noé, un groupe d'heureux gagnants à une loterie de la survie. Telle est l'histoire que nous raconte Rudolf Maté dans cette production Paramount en Technicolor, Le choc des mondes, en 1951. L'impossible devient réalité. Tel est le slogan que l'on pouvait lire sur l'affiche britannique du film de Val Guest, Le jour où la Terre prit feu, en 1961. L'impossible, eh bien, la fin du monde encore, provoquée non pas par un astéroïde, mais par la folie des hommes et la course aux armements nucléaires. Les essais atomiques puissants dévient la course de la planète bleue qui se rapproche dangereusement du Soleil. Que faire ? La conclusion du film en pointillé laisse le suspense entier. Enfin, en 1988, la guerre froide n'a pas encore pris fin. Les USA craignent toujours l'arrivée de missiles soviétiques. Au téléphone, un jeune homme de Los Angeles apprend par erreur l'imminence d'un conflit nucléaire, alors qu'il vient tout juste de tomber amoureux de la mignonne Julie. Suivent 70 minutes de compte à rebours avant l'explosion finale.
un récit en temps réel, raconté par Steve DeGernat. Appel d'urgence, en VO Miracle Mile, est aujourd'hui un petit classique de la série B de SF apocalyptique. Pour notre premier invité plateau du Manoir des Chimères, on accueille Julien Storino. Bonjour Julien. Bonjour Christian. Alors Julien, tu as écrit une analyse cinématographique de l'œuvre de Dario Argento et ça s'intitule Voyage au cœur des ténèbres. Donc Julien, est-ce que tu te rappelles comment tu as découvert le cinéma de Dario Argento? Oui, c'était un samedi soir sur Arte lorsque la chaîne a diffusé le film Suspiria. Donc on peut dire que j'ai commencé fort car Suspiria est le film le plus emblématique de la carrière de Dario Argento. Quels aspects de ces films t'ont immédiatement séduit? C'est surtout l'aspect visuel qui m'a séduit. Je trouve le cinéma de Dario Argento fascinant car à chacun de ses films on assiste à une profusion d'images où tout est symbolique. D'accord. Donc c'est fascinant comme je viens de le dire. Ouais. Et tu as essayé d'analyser un petit peu tout ça Oui, on retrouve tout ça à l'intérieur de ton livre? Exactement, l'importance de l'image et de ses symboles dans son œuvre cinématographique. D'accord. Et donc comment tu as eu l'idée d'un livre parcourant toute la filmographie d'Argento? Eh bien, étant grand lecteur et tout en étant cinéphile, j'ai toujours caressé le désir d'écrire, donc je me suis dit pourquoi ne pas commencer sur quelque chose que je connais et que j'aime beaucoup. D'accord. Et là, pour toi, c'était le top. Argento. Oui, ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir à décortiquer son cinéma, à analyser ses films et à pencher tout ça sur écrit. Merci Julien. À tous nos visiteurs férus de giallo et d'horreur à l'italienne, sachez que l'ouvrage de Julien Storino est disponible aux éditions Votan. Vous pouvez dès à présent commander Voyage au cœur des ténèbres sur le site de l'éditeur qui s'affiche juste en dessous. Voilà Christian, on va rentrer se cacher dans nos bunkers. Dans nos bunkers, tout à fait. Écoute, J'ai quelques boîtes de cassoulet en réserve, je suis prête à partager avec toi. Un cassoulet avec moi, j'ai peur dans un bunker. Allez, Ouais. à bientôt, merci. À bientôt.